occupés, je ne vais pas vous demander de les applaudir, mais j'espère que le cœur y est. Le cœur y est? Oui. Oui. D'accord, on est comme au bord de la crise cardiaque. C'est le 2 juin prochain au Zénith de Paris, évidemment, Greg MMA qui va revenir dans la cage pour affronter son plus gros défi, je pense, aujourd'hui. Il vous en parlera plus précisément tout à l'heure. Et en invité également, pour l'instant, sans chaud d'annoncer, mais qui seront annoncés très bientôt. On a bien sûr Mathieu Duclos qui est présent. Et à ses côtés, bien sûr, Anas Azizoun qui est là également. Ouais, bah oui. Le mec de la shootbox, de chez Oliveira. Oui, oui, oui. T'as peur le papy, hein? Avec doublé de bras avant, direct. Voilà. Fatigué ou pas? C'est mieux qu'Anderson Silva ou pas? Ah, franchement, c'est mieux qu'Anderson Silva? franchement, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il est carrément au-dessus. Et mieux que Mathieu. Hein. Et mieux que Mathieu. Franchement, hein? Attends, mieux que Mathieu? Place-toi. On va le mettre là, faut qu'il brille. Allez, allez, le coude, on va voir le coude. Ouais. Fais lui mettre des kicks, on rigole. Petit crochet gauche. Et le coude. Et le coude. Je serais bon, hein, un kick, quand je suis chaud. Et le coude derrière. Ouais. Non, le coude de bras arrière. Ah. Le coude. Ah, crochet coude. Il m'a arraché le bras. Il va se casser le coude. Voilà. Ah putain. Ouais. Putain, je m'entraîne avec Daniel Noir. Ouais. Ah, voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est bon ou pas? C'est bien. Merci. Pas mal. Oui, t'as mis avant un grec devant la caméra. Voilà, le futur Anderson, il est là. Il est là. Il est là. Préparez-vous. Hein. Dan Anderson. Attends, je vais faire une Dan. Attends. Ils aiment pas ça, là? Dégueulasse. La H-bombe. Yoto Machida. C'est quoi le clé? Faisait quoi? Non, c'est le front kick. Le front kick sauté. Hein. Jean Maria. C'est Jean Maria? Non, Ouais. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous sommes maintenant avec Greg MMA, Grégory Bouchelaghem. Comment est-ce que tu vas, Greg, tout d'abord? Je vais très bien, merci. Même si j'ai dû me lever un peu tôt là pour être là, je déteste me lever tôt. Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu devant la caméra parce que tu as disparu un peu des radars, notamment sur Karaté Bushido. Beaucoup se posent la question, est-ce que tu vas revenir un jour sur Karaté Bushido? Je vais revenir sur YouTube, ça c'est sûr, oui. Mais pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Pour l'instant, je laisse la place à Mathieu. Ça marche. Donc on est ici parce que tu prépares ton combat face à Antonio Zovac qui a 29 ans, il est en 11-8 en MMA. Qu'est-ce que tu sais de lui et pourquoi avoir accepté ce combat? Déjà, je sais que c'est un kickboxer qui n'est pas mauvais, du coup ça va être sympathique le combat debout. Et ce que je sais, c'est que c'est un combattant complet. Les deux premiers adversaires ne l'étaient pas, il y avait des grosses lacunes sur certains aspects du combat. Notamment au sol? Oui, ça dépend lequel. Mais alors que là, il est vraiment complet, donc ça va être un bon test pour moi. On a pu voir énormément de gens qui ont dit que tu as affronté des plombiers, ce que je ne pense pas. Mais qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens? Bah déjà, c'est pas très sympa de parler de plombier pour un gars qui bat dans une cage. Moi, je reste respectueux. Tu vois, c'est ce que les gens disent de Cédric Doumbé en ce moment, qu'il va affronter un mec dans le BTP. Mais je crois que son combat a été annulé en plus. Ah bon? Ouais, parce que soi-disant il se serait blessé au pied. En tout cas j'ai vu des photos qui prouveraient qu'il s'est blessé au pied. L'adversaire de Cédric. Ah bon, bah ouais, comme ça c'est fait. Mais Cédric, courage à toi. Parce que je trouve que les gens sont un petit peu trop, un peu trop méchants avec toi, même si tu as beaucoup ouvert ta gueule. Mais de là, te cracher dessus comme ça se fait pas. Donc force à toi pour ton prochain combat. Et quant à moi, plombier, je m'en fous en fait. Toi c'est un challenge personnel de toute façon. Ouais, non, enfin bon, j'ai 46 ans, je prends un mec de 29 ans qui a plus de 20 combats pro.
12 victoires, 8 défaites, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est clair. Après ce combat, est-ce que tu penses mettre un terme à ta carrière ou tu souhaites avoir un autre, encore plus grand challenge? Alors déjà j'ai 2 autres combats de signés avec Hexagone, après celui-là. J'ai un autre combat qui va advenir fin décembre et vous en saurez plus très vite. Donc ce sera un très très gros événement. Non, ma fin de carrière elle se fera quand je serai fatigué et quand j'aurai plus envie. Est-ce que tu as une volonté de battre des légendes comme tu as pu le faire dans le passé ou par exemple comme a pu le faire Florent Betterangal? Viens voir toi. Je crois qu'on m'appelle. Voilà, bon. C'est lui que j'aimerais bien bastonner, mais quand je le touche, il est lourd, il est puissant. Ambitieux, mais l'objectif est trop... Bah allez, va-t'en. On sait jamais, peut-être la petite ceinture contre celui-là, mais il est costaud quand même, il fait beaucoup plus lourd que toi, non? Ouais, en moins de 93, mais bon. Ça, ce sera un très très gros challenge. Mais je prétends pas pouvoir vaincre des légendes comme j'ai pu le faire avant. Mais par exemple, on a vu Florent Betterangal battre Rousimar Palhares au Kongs FC. Est-ce que toi, il y a une éventualité que tu puisses combattre ce genre de combattant anciennement de l'UFC? Là, oui, ça c'est autre chose. Ouais. On a vu que Rousimar, il était un peu fatigué, donc bravo Beto quand même, parce que tu as une très bonne défense au sol, donc chapeau. Après... moi j'avais proposé de prendre des anciennes légendes. Comme qui par exemple? Attends, que je dise pas de bêtises. Non, pas des légendes, mais attends. Si, Carlos Newton, tu vois, j'aimerais bien, tu as vu. Ancien champion de l'UFC. Oui. Il a 46, 47 ans maintenant. C'est le même âge que toi, quoi. Oui, moi je suis chaud. Mais en général, à cet âge-là, les mecs, ils ont tout lâché. Donc je crois qu'ils... Je sais pas ce qu'ils font maintenant. On regarde leur Instagram, ils sont devant des kebabs et tout. C'est comme Paulo Filho, maintenant, je sais pas combien de kilos il pèse, mais... Si, j'avais demandé Murillo Ninja aussi. Mais pareil, le frère de Shogun, on le rappelle. Lui, j'aimerais bien parce que c'est une légende, tu vois. C'est clair. Mais pareil, ils sont fatigués, ils veulent plus y aller, donc je peux comprendre. Hein. Il y a un temps pour tout, et des gars qui continuent ou qui reviennent après 17 ans d'absence. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, je ne sais pas si ça a déjà existé en France. Je crois que non. J'en ai pas le souvenir. Mais tu vois, je sais qu'il y a mon pote Jean-François Lenoy, et il aimerait bien recombattre. Tu vois. Ah d'accord. Il m'a dit ça l'autre jour, il m'a dit putain Greg, tu m'as donné envie de recombattre et tout. Il me dit putain c'est Greg, il va moi aussi. Donc Hexagone MMA pensait à Jean-François Lenoy, une légende du MMA français, au même titre qu'Anthony Rea. Qui a combattu au Pride. Ouais, Jean-François, ouais. Et puis chez les Français, tu vois, des légendes, il n'y en a plus beaucoup qui combattent, il n'y en a plus d'ailleurs. Il y a Anthony Rea, mais je ne vais pas me battre contre Anthony Rea. Voilà, pour moi c'est un modèle et j'ai aucune envie de lui mettre des patates. Et de recevoir les siennes, qui plus est. Dernièrement, on t'a vu au MMA League, c'était ce week-end. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Très, très sympa. Moi, je me dis que si j'avais été jeune et que les MMA League existaient, j'aurais été comme un fou. 3 cages, des arbitres, des trucs très carrés, des juges, les médecins qui sont partout, du public et une bonne ambiance. Il n'y avait pas de nom d'oiseau qui jaillissait du public. Le public était très respectueux. Donc c'était un très bel événement. Bravo à la Fédé de MMA, vous faites un très beau boulot. Est-ce qu'il y a des noms que tu as pu repérer, des petites pépites, on va dire? J'ai vu celui qui a gagné en moins de 84, il est costaud. Il a battu mon élève qui est très fort aussi. Donc lui, il était impressionnant. Et ou sinon, tac, non, je n'ai pas trop suivi ou sinon. Parce que le truc, c'est qu'on regarde un œil distrait, puisqu'il y a 3 cages en même temps. Donc... Quel était ton rôle là-bas d'ailleurs? Je faisais la promotion de l'événement, mais j'étais coach aussi, donc j'ai emmené 3 poulains. Voilà.
Dernièrement, à l'Hexagone, enfin à la conférence de presse d'après-combat de l'Hexagone MMA, on t'a posé la question par rapport à Baïsangour face à Cédric Doumbé. Oui. Finalement, c'est Baki qui a gagné ce combat. Qu'est-ce que tu penses de la suite de leur carrière maintenant? On parle de Baïsangour qui pourrait très probablement combattre lors de l'UFC Paris. On sait que du coup Cédric Doumbé a été matché face à Derek Anderson qui s'est blessé. Comment est-ce que tu vois la suite de leur carrière, toi? Et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, Baki, je lui souhaite le meilleur. Il est très, très prometteur. Il a, je pense, toute sa place à l'UFC. Et déjà, tu vois qu'intégrer le top 30 de l'UFC, c'est extraordinaire. C'est clair. Donc, je pense que c'est à sa portée. Et quand t'as Doumbé. Oui, quant à Cédric Doumbé, faut qu'il se remette en selle. Hein. Là, ça lui met un gros stop. Hein, et que je lui renvoie mon soutien d'ailleurs encore, parce que les gens sont pas sympas avec lui, ça se fait pas. Tu t'y attendais à l'écharde, toi? L'écharde? Non, mais personne s'y attendait. C'est sûr. Bon, après on rigole un petit peu là-dessus, puis après il faut passer à autre chose. Il faut respecter ce combattant qui est une légende du kickboxing et qui a les coronesses de se mettre à nu dans du MMA, c'est pas sa discipline de prédilection. Donc respect à Cédric, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Il a signé au PFL pour plusieurs années. J'espère qu'il va cartonner, qu'il soit un petit peu plus humble qu'il a pu être. Je pense qu'il le sera. Et le meilleur pour lui, mais doucement les gars, ne le critiquez pas trop. Ça reste un bon gars en vrai. Et quand il parle, c'est pour le show. Donc ne prenez pas ça trop au sérieux ni trop à cœur. J'aimerais revenir sur ton combat face à Antonio Slovaki qui va arriver très prochainement. Comment est-ce que tu prépares ce combat face à lui? Est-ce qu'il y a un changement particulier par tes autres camps? Je prépare tous mes combats très sérieusement. Déjà là, je suis content parce que je ne suis pas blessé. Il faut savoir que sur mes 2 derniers combats, j'étais blessé. Où ça? Au genou. Genou gauche pour le premier, genou droit pour le second, plus hernie du dos. Ah d'accord. Donc voilà, un mois avant le combat, je ne pouvais plus bouger, donc j'étais bloqué. Et le genou il était rincé, donc là ça va mieux. il n'y a plus rien. Donc si j'arrive à 100%, je vais. Ça va être encore plus rapide. Non, parce qu'en fait, vu que j'étais blessé au genou, il fallait que je finisse vite. Ah d'accord. Donc là, je vais prendre mon temps aussi, mais mais je sous-estime personne, donc je vais pas faire justement mon malin à me dire, je suis là pour le défoncer. J'espère un KO au premier round. Après, advienne que pourra. Hein. Exactement. Un dernier mot pour ceux qui regardent cette vidéo, Greg. Merci pour votre soutien à tous. Hein, vous êtes vraiment super sympa quand je vous croise dans la rue. Parfois un peu moins sympa sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci pour la force. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Rendez-vous le 2 juin. Zénith de Paris, Hexagone MMA. Ça va être très très sympa. Merci à toi, Greg. Merci à toi. Nous sommes aujourd'hui avec Mathieu Leto. Du coup, comment tu vas, Mathieu? Ça va et toi? Ça va super bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bayonne. Ouais, t'étais venu squatter à la maison. C'est ça, c'est ça. On l'a pas montré ça, mais on a bien parlé avec Gabriel et toi. On va pas dire ce qui s'est passé parce que t'as fait. Je sais plus, il s'est passé quoi? Je veux rien dire, c'est mieux que ça reste. C'est bizarre ce que tu dis là. Non mais non. Ouais, je veux pas dire ce qui s'est passé, mais franchement c'était drôle. Non, il y a des moments où ok, c'est bon. Franchement c'était très drôle ce qu'on a vécu. Bref. Alors là, aujourd'hui on se retrouve pour le Tour de France, ce que j'ai compris de l'Hexagone MMA. Ouais. Donc vous allez parcourir la France pour faire des conférences de presse, des choses comme ça, non? C'est ça? Je sais pas du tout, je te pose la question. Je l'apprends, je sais pas. Je te pose la question parce que... C'est tout à fait possible. Peut-être qu'ils prennent en fonction des régions. Comme je suis parisien, peut-être que c'était piqué sur Paris. Ouais. Je savais pas. Je sais pas, on m'a convoqué, je suis venu. Ok, de toute façon, c'est pas le plus important. Donc là, tu es champion intérimaire. Avant ton interview, avant l'interview qu'on a fait ensemble, c'était justement pour ce combat, pour ce titre intérimaire, justement face à Alexis Fontes. Ouais. Alors, est-ce que tu peux
nous résumer le combat, parce qu'on sait qu'il y a eu des choses qui sont sorties comme quoi le combat ne s'était pas passé de la bonne façon, quoi. Il y a eu des high-poke, des choses comme ça. Donc, oui, c'est ça, en fait, le combat s'est déroulé plutôt bien pour moi, j'ai l'impression. J'ai réussi à le contrer assez durement sur les premiers échanges. Je sentais que mon striking rentrait bien. Je savais qu'il y avait une phase où il allait rentrer en mode brut. Il tentait le takedown, je sais ce qu'il a fait. Il a tenté une soumission, j'ai réussi à sortir. Et ensuite, après, il y a eu justement cette phase où ça s'est arrêté parce qu'il a dit qu'il avait le doigt dans l'œil. Après vérification sur la caméra, on n'a pas pu voir de doigt dans l'œil, ni d'autres objets, ni d'autres nombres dans l'œil. Donc, très compliqué de dire en fait que c'était vraiment un coup illégal. Du coup, la victoire m'a été attribuée. Donc, au début, forcément, une grosse frustration parce que tu dis oui, bon, c'est pas une victoire qui est méritée. Avec du recul. Voilà, moi j'ai rien commis d'illégal, je pense pas avoir mis le doigt dans l'œil, en tout cas sur les vidéos impossible à trouver. Je pense pas avoir mis oula, je pense que c'est de la fumée. Je pense pas avoir fait quelque chose de mal dans le combat, donc voilà, la victoire est là, la ceinture est là, c'est le plus important. C'est vrai. En tout cas, là, du coup, tu es devenu champion intérimaire de l'Hexagone MMA. Juste après ce combat, il y a eu Laïd Zerouni qui est rentré dans la cage. Vous avez notamment pu faire un face-à-face. Mais on a entendu dire que Laïd ne voulait pas de ce combat. En tout cas, c'est ce qu'il a dit en story ou en live, je ne sais plus trop. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu as à dire à Laïd? J'étais surpris déjà. Quand je l'ai vu, je ne sais plus où c'est sorti. Mais quand c'est sorti, j'ai vu la vidéo, j'ai pas compris. Je fais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce qu'à la base, pour moi, c'était quelque chose qui était convenu de base depuis longtemps, que c'était un combat qui était fixé en fait. Puisqu'à la base, je devais combattre pour la ceinture, je m'étais blessé. Laïd avait pris ma place, il a pris la ceinture. Mais il a pris la ceinture au bout d'un seul combat. C'est une chance en fait que lui a offert Jérôme. Je savais que maintenant sur papier, Jérôme lui a fait une grosse chance. Maintenant sur papier, c'est vrai que forcément l'intérêt de revenir à l'Hexagone pour combattre sur sa ceinture est moindre, puisque en termes d'opposition, j'ai un bon niveau quand même. Et en plus de ça, je suis pas classé. Je suis un combat risqué. Bon niveau, pas classé, t'as pas grand chose à gagner et t'as beaucoup à perdre. Donc forcément, c'est pas un combat qui le tente, je pense. Maintenant, voilà, il a des obligations quand même, je pense, qu'avec l'Hexagone. Il faut savoir justement que Jérôme lui a donné sa chance à l'époque où il avait qu'un combat dans l'organisation. Il faut pas oublier ça non plus. Donc voilà, et j'espère qu'il pourra. Attends, tu pourras faire des cuts. Donc j'espère que ça solutionnera rapidement. Tu es champion intérimaire, donc très logiquement tu devrais l'affronter. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de lui et quelle serait la stratégie entre guillemets mise en place face à lui? Stratégie, ce serait le battre et ensuite lever la main. Comme ça. Non, c'est un bon combattant. Ouais. J'ai vu combattre j'ai vu combattre au KSW vu qu'on a été fini avec l'équipe. Très bon niveau, un bon niveau striking, un bon niveau au sol, un bon niveau lutte. Bref, un niveau correct partout. C'est pas vraiment un spécialiste dans aucun aspect, mais il a un bon niveau partout. Donc, elle a pu finir Niakate ouais, c'est ça. Par soumission. Par soumission au premier round, il me semble. Son ancien combat au KSW, il l'avait gagné très rapidement par KO. Non, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est complet, KO, soumission, il est complet. Voilà, donc combattant très complet. Mais pour moi, je suis plus complet, toujours sur papier. Une stratégie pas de particulière, de toute façon on ne focus pas sur les autres, on se focus vraiment sur nous. Donc j'avais pas réfléchi forcément à comment le battre, juste je réfléchissais à mes armes, comment les développer pour les instaurer dans la cage, quoi. J'aime pas trop me focus sur un mec et me dire bon, il faut que je développe mon jeu autour de ça, autour de lui, parce que c'est pas lui qui m'intéresse, c'est juste moi et le battre. La ceinture aussi, j'imagine. La ceinture aussi. La ceinture forcément c'est toujours gratifiant. Encore une fois, c'est pas le truc que je chasse, quoi. Je suis pas un chasseur de ceinture, moi je veux juste taper des gens et gagner, tu vois, c'est tout. Mais du coup, est-ce que tu as pu discuter avec Jérôme sur l'éventualité, sur la possibilité de faire ce combat? On a discuté ensemble et là on est en stand-by. On attend de voir. On attend de voir la suite. Il y a des trucs qui arrivent et voilà, je peux rester vague. On n'a pas de trucs précis, mais on discute avec Jérôme et là actuellement stand-by. C'est très logiquement, tu es champion intérimaire. La suite logique, c'est la ceinture parce que c'est arrivé très peu de fois, notamment dans des grosses organisations, que le champion intérimaire défende sa ceinture. Oui. Est-ce que là, c'est quelque chose qui peut arriver? J'en ai aucune idée. Je dis, c'est en stand-by, on réfléchit avec Jérôme aussi à se passer, vers où je vais aller, on ne sait pas encore. C'est le flou, tout total. Dernièrement, on n'en a pas parlé du coup lors de notre grosse interview qu'on a pu faire ensemble, je vous invite à la voir, mais il y a eu Benoît Saint-Denis qui a combattu face à Dustin Poirier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? C'était un bon combat. Benoît, il arrive dans des conditions qui étaient un petit peu moyennes. On ne va pas se mentir, physiquement, il n'était pas du tout au top, entre la maladie et le coaching foiré. Maintenant, moi, je n'ai pas d'excuses. Benoît, il était très très bon premier round, il avait assez de caisse pour le premier round, il a envoyé la sauce au premier. Malheureusement, il n'a pas pu finaliser. Voilà, Dustin, il est aguerri, il est expérimenté, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Il sait bien défendre les soumissions, surtout à froid comme ça quand il est frais, donc combattant très dur. Mais bonne expérience pour Benoît. En tout cas, il a montré qu'il avait le niveau du top.
en dominant Dustin sur le premier. Voilà, maintenant, ce qui est arrivé au deuxième, malheureusement, ça fait partie du jeu, quoi. Quand tu es toujours qui vit par l'épée meurt par l'épée. Donc voilà, Benoît il est agressif, il rentre à la bagarre. Parfois ça porte préjudice. Et voilà, Dustin, s'il y a une chose où il est fort, c'est la bagarre. On sait que toi aussi, tu as pu avoir un staphylocoque par le passé, comme Benoît. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça affecte ta performance? C'est simple, moi il y a des vidéos où justement j'étais en Bulgarie, je pouvais même pas marcher en fait. On me voyait marcher, je boitais, ensuite j'étais en béquille. C'était sur le pied toi? Ouais, moi c'était sur le pied. En Bulgarie du coup ils m'ont opéré, enfin ils m'ont ouvert, ils m'ont tout nettoyé. J'ai été en béquille pendant pas mal de temps, je pouvais pas marcher sur le pied du tout. L'entraînement c'était même pas la peine d'y penser, j'ai pas pu m'entraîner pendant... Je ne saurais même pas dire, quasiment un mois. Ouais. Quasiment un mois, je crois 3-4 semaines. Là, je peux pas vous montrer, mais il y a encore une tache sur mon pied parce que la peau elle est encore abîmée. Forcément, c'est refermé, mais la peau est encore abîmée. Alors que ça fait maintenant, ça arrive en février, mars, avril, ça fait plus de 2 mois. Voilà, 2 mois, je suis pas encore établi à 100%. Donc imagine Benoît qui avait un gros staff là. Voilà, c'est chaud, surtout que c'était un gros truc, c'est quand même un gros truc. Derrière, il y a eu quelques complications, donc tu vois, c'était pas un truc pas du tout banal. Donc très très compliqué, très très compliqué. Et on a pu voir Daniel qui avait fait une vidéo juste avant le combat, comme quoi il disait que tout allait bien, que le check médical était bon. Est-ce que c'était vraiment bon de votre côté? Est-ce que toi tu savais que Benoît avait un staphylocoque? En fait, t'es obligé de dire ça. Tu as certaines échéances, en fait, tu vois, surtout l'UFC et les grosses organisations. Tu vas combattre dans quelques jours, tu vois, on a misé sur toi, on t'a mis en haut de carte, on t'a mis sur une carte super importante, et là en fait on compte sur toi. Si tu les abandonnes, ils s'en souviennent toute leur vie, tu vois. Et l'UFC ils sont très rancuniers vis-à-vis de ça, tu peux pas dire non. En fait. Tu peux pas dire non, tu peux pas dire oui en fait je serai pas là, je me sens pas bien, je suis malade, tu vois. C'est compliqué à moins de vraiment être au bord de la mort. Voilà, c'est une opportunité qui arrive qu'une fois. Sur Dustin Poirier, en fait, Benoît à l'époque il était 11e je crois. C'est ça. Dustin il était deuxième ou troisième, je sais plus trop. Avoir l'opportunité de monter si vite dans le classement, parce qu'aujourd'hui on voit que Dustin, après son combat contre Benoît, il arrivait directement à la ceinture. Peut-être que si Benoît avait gagné, c'est lui qui serait sur la ceinture. Une opportunité qui te permet de te propulser comme ça, il faut la saisir. Il faut la saisir, même si tu n'as pas toutes tes chances, même si sur papier tu as 30% de gagné, il faut y aller. Et Benoît, s'il y a une chose où il est très fort justement, c'est très mental, peu importe, même s'il a 5% de chance de gagner, il va y aller, il va dire ouais c'est bon, je le tape. C'est sa force. Donc c'est voilà, très bonne opportunité pour Benoît, très bonne occasion de côtoyer le top du top du top et de voir qu'il a largement le niveau pour comment on dit, pour combattre avec eux. Toi, tu as une idée de comment il a pu attraper ce staphylocoque? Tout simplement, quand tu es en surentraînement, que tu t'entraînes énormément, ton corps il est fragile, plus un régime. Tu vois, donc tu as le corps qui est fragile parce que tu entraînes en surentraînement. Tu as ton régime, donc tu es en déficit calorique. Après, tu arrives, tu es en déshydratation. En fait, tu mets ton corps dans un état qui est absolument de faiblesse, qui est total. Tu es vraiment complètement à nu face à toutes ces maladies comme ça, et tu es très sensible. Benoît, il a beaucoup bougé. La Bulgarie, Bayonne, plusieurs salles d'entraînement, des sparring partners qui étaient un petit peu inconnus, des mecs que tu ne connais pas leur hygiène. Voilà, c'est beaucoup d'éléments qui ne sont pas maîtrisés forcément dans un camp. Et tu peux pas maîtriser tout de toute façon, tu peux pas maîtriser tous ces éléments. Et voilà, il a suffi peut-être de la mauvaise personne, mauvais endroit, et boum, la bactérie arrive, petite coupure, boum, avec le scratch du gant, terminé, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il y a un de tes autres partenaires d'entraînement qui a combattu très récemment à Chicago, Romain Debienne, qui s'est malheureusement incliné par KO. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et surtout comment avez-vous préparé ce combat? Bon, souvent c'est la poisse, t'as vu? Ouais, vraiment. C'est la poisse, mais bon, ça arrive, comme Daniel le dit, c'est vraiment par période. Il y a des périodes où ça va tout est vert, des périodes où c'est un peu plus rouge. Tu vois, il n'y a rien dans la vie qui va toujours tout droit comme ça. C'est toujours des épreuves, donc il faut pas se démotiver face à ça. Il faut vraiment prendre comme une épreuve et se dire ok, c'est une épreuve, on va remonter. Parce que sinon en fait tu redescends toujours. C'est pas du tout le but de. Si jamais tu tombes à chaque épreuve, tu fais pas de MMA en fait. Si tu t'arrêtes de t'entraîner, la première fois que tu prends une patate et que t'es un peu sonné, tu fais plus de MMA. La première fois que t'es blessé, tu fais plus de MMA. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, c'est des épreuves, il faut les surpasser. Romain il va la surpasser. Comme Benoît a surpassé sa défaite avec Dustin, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis voilà, c'est vrai que c'était frustrant parce que le combat était bien entamé, je trouve que c'était plutôt équilibré. Romain il avait réussi à toucher plusieurs fois. Mais voilà, il s'est fait surprendre. Au très très haut niveau comme ça pardonne pas. C'est clair. PFL USA, on le rappelle, il est le seul combattant français à l'heure actuelle sur le roster du PFL USA. Contre un combattant invaincu, américain, d'origine haïtienne, très fort. Très fort. Je crois qu'il a 7-0 maintenant. Donc voilà, il s'est incliné face à quelqu'un qui était très fort. C'est une bonne expérience pour lui. Voilà. Mais c'est Romain, il est solide. C'est bon, Et comment est-ce que vous vous préparez avec Romain, Benoît? Bon, on a déjà pu filmer des camps d'entraînement, mais globalement, on va dire c'est. On s'entraîne à la sauce Daniel, c'est-à-dire tous les jours on va à la salle. Daniel il
nous fait nos petits programmes. On s'entraîne entre nous. Benoît, il a Bayonne maintenant, donc c'est un peu plus compliqué de s'entraîner à 3. Ok, donc il vient plus Fitness Park de Vitry. Non, il vient plus du tout à Paris. C'est nous qui le rejoignons parfois à Bayonne quand il prépare des combats. Mais sinon, on s'entraîne entre nous, quoi. Il y a Romain, il y a moi, il y a d'autres combattants, des combattants du kickboxing, des combattants de MMA. Ibra TV aussi, non? Ibra qui s'entraîne avec nous également, qui devait combattre avec Hexagone aussi. Mais donc voilà, on est un petit groupe solide, donc on s'entraîne très sérieusement quand même. Ça marche. Merci Mathieu en tout cas pour cette petite interview et à très vite on espère. À très bientôt. Ah, c'est pas bon là. Mauvaise idée. Non. Non. On a dit un petit câlin. Il a dit câlin, un peu plus. Doucement Mathieu. Le camp, La bouche sèche. le grand plafond. Oh, attends, ah non, là, comment ça s'appelle? La Daguestanaise. C'est ça, hein? Alors, Mathieu Leto, alors, Mathieu Leto. Des enfants. Hop là. Elle était nulle, hein. Un peu high-kick. Mets-les-toi comme ça. Voilà. Continuez, grand maître. Frappez-moi. Ouh, la souplesse. Toi qui prends ma place sur Karaté Bushido. C'est toi. Allez, j'en ai marre. Merci frérot. Merci à toi. Elle est fatiguée. Bien, hein. T'as ruiné le t-shirt, tissu des bras comme un porc. C'est le stress. La pression. J'ai la bouche sèche pendant tout le démo. Normalement, une fois sur deux, il tue l'adversaire en face à l'entraînement. Là, j'ai eu de la chance. Nous sommes avec l'entraîneur de la team Moirin, Daniel Moirin. Comment est-ce que tu vas, Daniel? Bah ça va. On a envie, comme je dis toujours, donc ça va. Là, tu reviens de Chicago. Oui. Peux-tu expliquer ce qui s'est passé là-bas, tout simplement? Donc Romain a signé au PFL, donc il est rentré dans le tournoi, mais en parallèle. Hein, il est rentré du coup? Ouais, en remplacement. Mais le problème, il a perdu au premier round. Il s'est fait toucher. Il s'est fait toucher sur un contre au-dessus de la tête. Ce qui fait qu'il a perdu l'équilibre, a été sonné, et il n'a pas eu le temps de récupérer, et l'autre l'a terminé, quoi. Donc déçu, mais ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. Vas-y Mathieu, tu peux passer. Hein. Comment est-ce que tu avais préparé ce combat, toi, de ton côté? Quelle était la stratégie mise en place En fait, l'idée, c'était de rester à distance, travailler, marquer des points, déjà, parce qu'il faut gagner le combat au point, rester debout. C'était le but de gagner au point? Bah oui. On ne cherche pas le chaos. Non. Le chaos, il vient tout seul s'il doit arriver. On ne va jamais chercher le chaos, on ne va jamais chercher la soumission. Parce que quand tu vas la chercher, tu ne la trouves pas. Et il était bien, il était très bien dans le combat. Sauf que là, il s'est fait toucher par un contre. C'est du 4, c'est des gants de 4, hein, donc ça ne pardonne pas. Le gars est talentueux en plus, un prospect. La catégorie est très relevée. Donc voilà quoi. Il a mis KO beaucoup de monde. Bah, là, il s'est fait mettre KO, c'est comme ça. Donc on se préparera pour la prochaine parce qu'il a un deuxième combat à faire au PFL. Ok. Il y a une date déjà de prévu, un combattant? Non, mais ça aurait dû être juin normalement, mais vu qu'il a pris un KO, je pense que la commission elle lui a mis 2 mois d'arrêt à peu près, donc ouais, je pense que ça sera plus peut-être vers, je sais pas, peut-être juillet, août ou peut-être septembre, je sais pas.
Comme on a pu le voir aux images qu'on va diffuser, tu as pu tenir les pattes d'ours à Mathieu Leto Duclos, qui fait aussi partie de la team. Est-ce que tu as déjà négocié un futur combat pour lui? Comment ça va se passer? Parce qu'on sait qu'il est champion intérimaire, il devait affronter Laïd Zeroni. Et malheureusement, ce qu'on a compris, ça ne va pas se faire, quoi. Alors sur Mathieu, il y a une grosse nouvelle qui arrive. Là, je ne peux pas en parler pour l'instant, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un super truc pour la team. Je veux dire bonjour, monsieur. Oui. Voilà, ça c'est Monsieur lui Greg. la star. Hein. Greg. Hein. C'est lui le main event en plus. Hein. C'est lui le main event. Hein. Ouais, il a été gentil avec moi, pas comme l'autre là-bas. Pas comme l'autre. Hein. Ah, il a bourriné? Ah, il a bourriné. C'est vrai? Ah, il tapait comme un animal. C'est Mathieu Leto. Ouais. Malheureusement, là, vous traversez on va dire une période assez dure parce que Romain a perdu, Benoît Saint-Denis a également perdu. C'était à New York le combat, si je ne me trompe pas. Benoît, c'était à Miami. Miami, face à Dustin Poirier, lors de l'UFC 299. On a entendu dire avant le combat que pour toi, le check-up était bon, que Benoît était prêt à combattre. Malheureusement, on a entendu dire après qu'il avait chopé un staphylocoque. Comment ça arrivait? Est-ce que toi, tu avais l'éventualité d'arrêter, de ne pas faire ce combat tout simplement? Alors déjà, les périodes dures, il faut savoir que ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner tout le temps. Donc il faut être prêt à tout, c'est comme ça. Et des fois même, c'est bien de se retrouver dans des situations comme ça pour justement recadrer et repartir de plus belle. Et il faut toujours être motivé, il ne faut jamais s'arrêter. En fait, à partir du moment que tu rentres dans la cage, tu es susceptible de perdre. Donc, ok, on n'est pas content, ça te fait chier, mais c'est pas ça qui va nous affecter. On trace notre chemin, comme on a toujours fait. Dans ma carrière d'entraîneur, j'ai eu des défaites cuisantes et ça fait partie du jeu. Alors, pour le staff, en fait, non, le combat, on ne pouvait pas l'annuler. Ça, c'est pas possible. On savait que, il l'a eu juste avant le combat, c'est-à-dire avant de partir. Maintenant, il faut faire avec. C'est comme ça. À partir du moment que tu as signé, tu vas jusqu'au bout. C'est vrai que c'est malheureux. On a eu beaucoup de choses contre nous. Mais bon, Poirier aussi, il a quand même le mérite d'avoir gagné. Faut pas non plus. C'est un grand champion. Voilà quoi. Maintenant, l'expérience en valait la peine. Maintenant, on continue. C'est comme ça. On a pu voir qu'au premier round, il l'avait amené au sol. Il avait même réussi à prendre son dos. C'était la stratégie qui était mise en place pour ce combat? L'idée, en fait, c'était pas de rester trop longtemps debout, du moins à la longue, et d'essayer de réduire l'espace pour le mettre au sol et travailler plus au sol. C'était l'idée. Parce qu'on sait que Dustin Poirier est énormément dangereux, surtout à mi-distance, parce qu'il est une très bonne anglaise. Est-ce que du coup le but c'était de mettre des middle comme il a pu le faire face à Bonfim, de rester à distance? Oui, c'était ça, mais comme il était assez débilité, il n'était pas en pleine forme, même les kicks, il avait du mal à les envoyer, quoi. Il était fatigué, quoi. Ça partait pas, donc il n'a pas trop kické sur ce combat. Mais il a bien réduit l'espace, il a bien mis au sol, mais voilà quoi. Il manquait le petit plus pour pouvoir le terminer. Je t'ai posé la question par rapport à Laïd Zeroni, mais Greg est arrivé. Est-ce que tu pourrais du coup répondre à cette question? Quelle est la suite pour Mathieu Pour l'instant, on ne peut pas trop en dire parce que là, on a une grosse info qui va sortir. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que je reste un peu vague. En fait. Ouais, y a pas de souci. Et la suite pour Benoît Saint-Denis, on espère qu'il va prendre. Il y a Dan Hooker qui est rentré peut-être en lice. Ça, en fait, il faut voir avec le manager, Guillaume Pelletier. C'est lui qui est en contact direct avec Shelby. Mais bon, voilà. De toute façon, quand tu perds un combat, généralement, tu prends un perdant. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais sûrement l'UFC Paris. Ouais. Mais est-ce que pour toi, c'était pas peut-être un trop gros step de prendre directement le 3e de la catégorie? Peut-être qu'il aurait dû prendre un Dariush ou un Gamrot. Mais de toute façon, on ne choisit pas. C'est l'UFC qui propose et donc il faut l'accepter. Quand tu as une opportunité comme ça, tu la prends. C'est que ça passe ou ça casse, c'est comme ça. La vie, c'est des coups. Tu as un défi, tu avances seulement en prenant des risques. Comme on dit souvent, comme Benoît même le dit souvent, qui ose gagne. Mais c'est exactement ça. Si tu te confortes dans des petits shows français, à prendre des mecs des 2 ou des 3-0, ok, tu gagnes, c'est beau, mais tu avanceras pas. Il y a un moment, tu vas rentrer dans le dur. Donc il ne faut pas se cacher, il faut aller de l'avant. Et la team, elle a toujours fait ça, on ne se cache pas. On va de l'avant. Ça marche plus que ça ne marche pas, mais c'est comme ça, il y a une prise de risque qui est énorme. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. On a parlé de tes 3 combattants principaux, donc Romain, Mathieu et Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'il y aurait d'autres combattants que tu coaches et est-ce qu'il y a des échéances à venir pour toi? Pour l'instant, non. J'ai beaucoup de gens qui me contactent. J'aurais le projet d'avoir une salle peut-être. J'avais une salle, je pourrais prendre beaucoup plus de monde, mais pour l'instant, non. Pour rappel, tu es sans dojo fixe, c'est ça? Voilà, exactement. Donc c'est assez compliqué. Je ne peux pas recevoir la terre entière, surtout que la salle ne m'appartient pas. Mais si j'avais une salle, oui, c'est sûr, parce que je suis pas mal contacté même à l'international, mais voilà quoi.
Ça marche. Mais en tout cas, Daniel, on espère que tu auras cette salle et on espère que ça se passera bien pour tes combattants. On te le souhaite en tout cas. Merci à toi, Daniel. Ciao. À plus.